Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le contexte au siècle des Lumières. L'année 1704. Unités astronomiques. Prisme de la presse. Conférence donnée par Denis Reynaud le 25 septembre 2004. Présentation. Comment l'actualité de l'année 1704, qui a vu la première impression du dictionnaire de Trévoux, pouvait-elle être perçue par le public cultivé de l'époque, avant que le discours historique des événements ne s'attache à définir et classer des événements destinés à être ensuite figés par les manuels? Que nous reste-t-il de cette année 1704 aujourd'hui? Présentation en anglais. The year 1704 seen through the press. A lecture given by Denis Reynaud in Trévoux on September 24 th 2004. How could the current events of the year 1704, year in which the dictionnaire de Trévoux was printed for the first time, be received by the educated people of the time when the fact to be recorded in textbooks had not yet been defined and classified by the historical discourse? What is left today of that year 1704? De cette année 1704, qui vit la publication de la première édition du dictionnaire de Trévoux, on retient surtout deux épisodes militaires. La guerre de succession d'Espagne et la révolte des Camisards, l'une et l'autre dans leur deuxième année, l'une et l'autre associées au déclin du règne de Louis XIV. Ce que je voudrais montrer, c'est l'actualité de l'année 1704, non telle que le discours historiographique l'a reconstruite, le début de la décadence du Grand Règne, mais telle qu'elle pouvait être perçue par le public cultivé de l'époque dans son effervescence originelle, et aussi l'actualité de l'année 1704 dans un autre sens, ce qui en reste actuel aujourd'hui. On puisera la matière d'un instantané politique de 1704 dans deux sources principales. La Gazette d'Amsterdam, ci-après GA, périodique politique bi-hebdomadaire, juxtaposition de nouvelles d'origines diverses sans point de vue unificateur apparent, et les Mémoires de Trévoux, MDT, magazine littéraire mensuel composé de comptes rendus de livres unis par une perspective idéologique forte. 1. RYKLISTES et Camisards. La révolte des Camisards s'est déroulée sur une période courte et n'a concerné que quelques centaines de rebelles, qui se sont rendus ou ont été tués en 1704. Cette révolte de protestants cévenols livrés à eux-mêmes après l'émigration de leur ministre était un effet différé de la révocation de l'édit de Nantes, 20 ans plus tôt. Il n'y a rien de semblable dans l'histoire du monde, écrira Michelet. La singularité de l'épisode tient à la disproportion des forces en présence et à la tactique employée par les Camisards. Une guérilla inouïe à l'époque. Ces troupes se forment comme des étourneaux et se débandent d'eux-mêmes, écrit Fléchier, évêque de Mende. En 1704, le Camisard est une créature récente, incompréhensible, une sorte de terroriste insaisissable qui infeste les Cévennes. Le dictionnaire de Trévoux, édition de 1734, s'intéressera à lui. Ce mot vient, ou de camisade, attaque brusque et imprévue parce que les rebelles n'en faisaient que de cette sorte en sortant subitement de leur montagne, ou de camise qui se dit dans ces pays-là pour chemise, et ils auraient été ainsi nommés parce qu'il manquait de linge et que c'était la chose qu'ils volaient plus volontiers. Mais il paraît plus probable que ce nom vient de Camis qui signifie grand chemin, route battue que ces brigands infestaient. Ainsi Camisard signifie brigand, voleur de grand chemin. La prolifération des étymologies ajoute à l'inquiétante marginalité des fanatiques, militairement, religieusement et linguistiquement incontrôlables. Tandis que la presse officielle française, Gazette de France, Mercure Galant, reste parfaitement silencieuse, l'action des Camisards est présentée à l'Europe par l'entremise de la GA. Il ne se passe guère de semaines sans que la feuille hollandaise lui consacre un entrefilet. Elle décrit une sale guerre, éloignée des conventions en vigueur. C'est d'abord la stratégie des rebelles, enlèvement, chantage, menaces qui l'intéressent, mais aussi la violence des troupes royales. Si tout cela dure, le désespoir sera le partage de beaucoup de gens de la campagne qui, se voyant foulés de toutes parts, se mettront dans le parti de ces malheureux. Plusieurs l'ont déjà fait, GA 4 mars. Au printemps 1704, le brutal Montrevel est remplacé par le maréchal de Villars qui propose une amnistie, GA du 16 mai. Cavalier se rend, mais en héros. Cavalier s'est retiré de la conférence sur les 5 heures et s'est promené à cheval à l'entour de la ville,
En passant devant le logis du Lion d'Or, il s'est fait apporter du vin, et de là il est allé avec son escorte dans un jardin sous les Capucins, où il a fait collation, après quoi il s'est retiré. L'affluence pour le voir a été extraordinaire, et hormis les prêtres et les moines, on y a vu des gens de toutes sortes de qualités et professions, qui ont eu la curiosité de le suivre jusqu'à Saint-Césarie où il a joint sa troupe composée de 600 hommes qui attendaient leur chef en chantant des psaumes. Le sœur Cavalier est d'une taille moyenne, âgé d'environ 23 à 24 ans, les cheveux blonds, l'air modeste et affable, mais fort hardi et intrépide, ayant fait des choses surprenantes. GA 3 juin. La position de la GA est ambivalente. Ces exaltés du désert ne sont certes pas recommandables. D'ailleurs, 7 ans plus tôt, le traité de Ryswick les avait délibérément oubliés, et ils seront bientôt fort mal reçus en Hollande et en Angleterre. Mais on sent néanmoins une sympathie, qui n'est pas due seulement à une vague solidarité religieuse. Tout en se réjouissant logiquement des troubles intérieurs d'un pays en guerre contre les Pays-Bas, la GA manifeste aussi sa fascination pour une figure du désordre populaire, fascination constitutive de la presse populaire. Cavalier, le sous-commandant Marcos du Gard, est un des tout premiers héros médiatiques. 2. L'Empire et l'axe du mal. De 1702 à 1703, la guerre de succession d'Espagne opposa Louis XIV l'Espagne et la Bavière d'une part, à l'Angleterre, les Provinces-Unies, les Hauts-Alliés et l'Autriche d'autre part. La nature des MDT ne leur permet pas de traiter directement des affaires politiques, mais on trouve des allusions aux conflits en cours par le biais de comptes rendus de livres, tels les intérêts de l'Angleterre mal entendus dans la guerre présente, traduit de l'anglais, qui compare l'état florissant où se trouvait l'Angleterre quand le prince d'Orange s'en rendit maître, avec l'état malheureux où elle se trouve aujourd'hui, mars 1704. L'origine anglaise du pamphlet est certaine car la traduction se sent encore du tour de l'original anglais, et convainc par ses anglicismes ceux qui voudraient douter qu'il existât. Voilà par parenthèse le premier emploi connu du mot anglicisme. Un autre livre retient l'attention des journalistes, Lettres, Mémoires et Actes concernant la guerre présente, où l'on apprend que les Hollandais sont devenus rusés, politiques, ambitieux, conquérants. Ils trompent leur peuple, ils trompent leurs alliés, ils étourdissent les uns par de faux bruits de victoire, par de chimériques avantages de traités qui ne sont pas conclus. Nul particulier en Hollande n'est instruit du véritable état de la République. On n'en sait plus que ce qu'en apprennent les gazettes infidèles et corrompues que les supérieurs font débiter, MDT mai 1704. En effet, dans l'entreprise de propagande qui saisit toute la presse en temps de guerre, la GA ne laisse pas sa part aux chiens. Malgré sa profession de pluralité, elle cherche à donner un sens aux nouvelles hétéroclites qu'elle rapporte, dans le cadre d'une vision providentialiste caractéristique de la mentalité protestante du refuge hollandais. Il a plu à Dieu de favoriser les hauts alliés par des miracles continuels. L'année 1704 que nous venons de finir a été une année de crise, si heureuse pour les hauts alliés qu'elle a surpassé leurs espérances, et si fâcheuse pour l'ennemi qu'elle l'a mis hors d'état de pouvoir réparer sitôt les pertes qu'il a faites. La même GA du 2 janvier 1705 critique les prétentions impérialistes françaises. Ce royaume si fécond n'a pas besoin d'agrandissement pour rendre ses habitants heureux, et raille les fastes Louis XIViens. On a vu l'été dernier à Paris une magnifique fête, à l'occasion de la naissance du duc de Bretagne. C'était le triomphe de la Seine et du Tage sur les autres fleuves de l'Europe. Cette fête fut célébrée le 28 août dernier, époque mémorable. Puisque dans le même temps qu'on dressait les préparatifs de ce triomphe et qu'on le célébrait, le fondement venait d'en être renversé par la fameuse bataille de Hiorstede, donnée le 13 du mois. Mais qu'est-ce donc que cette fameuse bataille de Hochstede ? 3. Hochstede ou la défaite innommable. Les gazettes attendent toujours avec impatience les batailles. Elles s'en nourrissent et les périodes de guerre voient les ventes doubler. Mais il s'agit d'une information difficile à manipuler. D'une part parce que la précipitation journalistique est source d'erreurs, comme le reconnaissent les MDT. Si nous ne débitions les nouvelles qu'après un long et difficile examen, elles ne seraient plus nouvelles, mars 1704. D'autre part, parce que les relations de bataille constituent la part sensible d'une information contrôlée par le pouvoir politique. À cet égard, aucun exemple n'est plus significatif que celui de la bataille qui, sur les bords du Danube, le 13 août 1704, opposa les forces françaises et bavaroises commandées par Tallard et Marsin,
aux forces alliées et impériales de Marlborough et Eugène. Ce fut un tournant décisif dans la guerre de succession d'Espagne. Mais il fut longtemps bien difficile aux lecteurs français de l'époque de se faire une opinion claire de son importance. La bataille n'est d'abord qu'un bruit. La GA du 19 août signale le passage d'un courrier en provenance d'Allemagne, porteur d'une nouvelle qui n'éclatera que dans le numéro suivant du 22 août. Il s'agit d'un billet que Marlborough lui-même envoie à La Haye. Je n'ai que le temps de vous prier, de vouloir assurer la reine de mes respects, et de faire savoir à SM que son armée a remporté une glorieuse victoire. Monsieur de Tallard et 2 autres généraux sont dans mon carrosse, et je suis occupé à poursuivre le reste. La même livraison confirme la déroute de l'armée française. Pour les Alliés, cette victoire complète n'a pas de désignation fixe. C'est tantôt la bataille du Danube, tantôt la bataille du 13 août, avant que n'apparaisse la bataille de Höchstädt, GA du 2 janvier 1705, mais les Anglais préféreront toujours le nom de Blenheim du nom d'un autre village, en fait Blindheim. À partir de la première réception de la nouvelle, la bataille étend sa trace dans la GA par la multiplication de documents variés. Lettres, listes des tués et des prisonniers. Pendant ce temps, Versailles organise évidemment sa désinformation. Dès le 26 août, une édition genevoise de la GA, réimpression de la gazette originale à laquelle sont ajoutées des nouvelles d'origine française, affirme que le mal n'a pas été si grand de notre côté qu'on l'avait d'abord cru. Le roi a dit ce matin que les ennemis n'avaient pas 5000 prisonniers de nos troupes. Le prince Eugène et Marlborough de leur propre aveu ont perdu bien des hommes dans la bataille, et notre armée est encore assez considérable et serait restée en Bavière s'il y avait de quoi subsister. Quant à la Gazette de France, elle reste d'abord muette. Lorsqu'elle se résout enfin à évoquer la bataille, le 30 août, c'est pour donner des estimations consolantes. L'armée s'est retirée en bon ordre. Le 6 septembre, elle prétend apporter des nouvelles plus sincères et plus véritables que celles que les ennemis ont publiées. En octobre, le Mercure galant suggère que la bataille n'a été gagnée par les Alliés qu'à la faveur du brouillard et que les vaincus ayant combattu en beaucoup plus petit nombre ont remporté toute la gloire. Aucune relation de la bataille ne paraîtra jamais dans les périodiques français. C'est un non-événement dans la glorieuse campagne d'Allemagne. On tentait ainsi de recréer, dans le champ de l'information, le brouillard qui avait enveloppé le champ de bataille. Ce travail de minimisation du désastre culmina bientôt dans une chanson, Marlborough s'en va-t-il en guerre, qui enterre le général vainqueur. 4. Comment parler de politique ? Il est difficile de parler politique dans la presse française. Ce sujet est le privilège de la Gazette de France et du Mercure. Mais le débat n'est pas impossible. En février 1704, les journalistes de Trévoux abordent l'actualité par le détour de l'histoire antique. Il s'agit d'abord d'une dissertation d'un certain Pouchard, sur les largesses des Romains, qui nous apprend que sous Auguste les distributions de blé aux dépens de l'EAT entretenaient le peuple dans l'oisiveté, faisaient négliger les arts et excitaient souvent des séditions quand ces secours venaient à manquer, tandis que Louis XIV, qui n'a pas moins de bonté que les empereurs romains, mais beaucoup plus de sagesse, ne fait point aux gens du peuple, de libéralité qui les entretinssent dans la nonchalance. Loin d'être idéologiquement neutre, ce travail d'érudition propose ainsi une réflexion sur le rôle de l'État, question brûlante en cette fin de règne où les famines se multiplient. La plus terrible avait été celle de 1694. Les mémoires de Trévoux s'attardent aussi sur le monde romain, de M. de Spanheim. Les républiques de la Grèce refusaient de recevoir les étrangers au nombre de leurs citoyens. Mauvaise politique qui causa leur ruine, les Romains agirent sur d'autres maximes, et une pratique si sage est une des causes de la grandeur immense où leur empire parvient. Dans les années qui suivent la révocation de l'édit de Nantes, cet intérêt pour la question de la citoyenneté ne relève pas d'une coïncidence. Mais il est ambigu. Certes, Spanheim et le journaliste qui le commente semblent plaider pour une nation accueillante, à la romaine, mais un excès d'hospitalité est dangereux. D'abord c'était le besoin qu'on avait d'hommes, la reconnaissance des services rendus, ou l'estime du mérite qui déterminait la République à augmenter ainsi le nombre des citoyens. Sous Jules César, cette grâce devint vénale. Auguste fit des lois pour arrêter ce désordre, mais le nombre des citoyens s'accrut infiniment.
L'auteur montre comment en définitive l'identité romaine fut fatalement diluée par la tentation impériale. Conclusion. Nous avons oublié le nom des héros et des batailles, mais le monde de 1704 est confronté à des questions qui nous sont familières. Les formes de la résistance au pouvoir central, le rôle providentiel de l'État, la définition de la nation, les droits et le destin des superpuissances. En outre, cette aube du siècle des Lumières voit la vraie naissance de la presse périodique, ce quatrième pouvoir, qui s'impose avant même que Montesquieu n'ait défini les trois premiers. En observant l'année 1704 à travers le prisme de la presse périodique, on découvre un monde moderne, insaisissable, incertain, objet de représentations contradictoires, loin de l'image limpide et ordonnée que fournit le discours des manuels d'histoire. C'est à ce flux que le dictionnaire de Trévoux tentait cette même année d'opposer la digue de l'ordre alphabétique. Denis Reynaud est professeur de littérature française à l'Université Lumière Lyon 2, où il est doyen de la faculté des lettres, sciences du langage et arts. De 1996 à 2000, il a dirigé le Centre d'études du XVIIIe siècle, CNRS Lyon 2. Ses domaines de recherche sont l'histoire naturelle au siècle des Lumières et la presse d'Ancien Régime. Il travaille également sur le jeu à l'âge classique et sur les représentations du XVIIIe siècle au cinéma. Ses derniers livres sont Michel Adanson, Voyage au Sénégal, édition critique, PU Saint-Étienne, 1996, La suite à l'ordinaire prochain, La représentation du monde dans les gazettes, Dire, PU Lyon, 1999, La Belle et la Bête, 4 métamorphoses, édition critique, PU Saint-Étienne, 2002, Buffon, Discours sur la nature des animaux, édition critique, Rivage Poche, 2003, Le Régent entre fable et histoire, Dire, CNRS édition, 2003 et Oedipe de Corneille et de Voltaire, édition critique, PU Saint-Étienne, 2004. Les premiers journalistes de Trévoux. Conférence donnée par Jean Segard le 15 novembre 2000. Présentation. La présentation de l'histoire du journal de Trévoux et de ses rédacteurs au XVIIIe siècle contribue à situer le contexte culturel dans lequel le dictionnaire de Trévoux a pris forme et s'est développé. Présentation en anglais. The First Journalist in Trévoux. A lecture given by Jean Segard in Trévoux on November 15 th 2000. En introduction to the history of le journal de Trévoux and of its writers in the 18th century help set the cultural background in which the dictionnaire de Trévoux took shape and developed. La grande revue jésuite que l'on a appelée couramment Journal de Trévoux puis Mémoires de Trévoux portait en fait le titre de « Mémoire pour l'histoire des sciences et des beaux-arts », recueilli par l'ordre de SAS. Monseigneur. Prince souverain de Dombes, publié à Trévoux et vendu à Paris chez Étienne Gannot, aux armes de Dombes. Cette adresse pose plusieurs problèmes. Les Mémoires de Trévoux ont-ils été publiés réellement à Trévoux et pendant combien de temps ? Pourquoi Trévoux ? Et pourquoi Paris après 1734 ? La publication à Trévoux des Mémoires de Trévoux en 1701 s'explique par l'intervention déterminante du duc du Maine, Louis-Auguste de Bourbon 1670 à 1736, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan pourvu de la principauté de Dombes dès 1681. C'est lui qui, d'après le grand dictionnaire historique de Moréry, article Trévoux, prit l'initiative de fonder à Trévoux une imprimerie et d'y installer une revue. Cette ville était assez peu connue avant que Louis-Auguste de Bourbon, prince de Dombes, y établit une imprimerie considérable en 1695. Quelque temps après, les pères Michel Letellier et Philippe Lallemand, jésuites, conseillèrent au prince de faire imprimer dans cette ville un journal littéraire, dont ils représentèrent les avantages. Ce projet fut goûté et accepté, et la direction et composition du journal fut confiée aux jésuites. Il est certain que le prince chercha dès 1695 et obtint en 1699 la permission de rétablir une vieille imprimerie fondée à Trévoux. En 1603, est tombé en désuétude. Pour la doter d'un privilège, il dut attendre que le roi eût procédé à la réorganisation du régime de l'imprimerie et à son contrôle rigoureux, tant à Paris qu'en province. Grâce au prince, l'imprimeur Jean Boudot obtint en 1699 un privilège pour relever l'imprimerie de Trévoux. Il eut en même temps une librairie à Paris, comme Étienne Gannot, avec qui il partagea son privilège et qui s'installa à Paris en 1710, laissant à Trévoux un homme de confiance.
Comme entre 1720 et 1728, l'adresse des Mémoires de Trévoux était parfois à Lyon, chez Bruisset ou chez Plaignard, on peut se demander si Trévoux ne fut pas dès 1700 une succursale de l'imprimerie lyonnaise. Derrière cette fondation, on devine une plus vaste opération politique. Après 1685, Louis XIV se préoccupe, sur l'inspiration de ses confesseurs jésuites, le père Lachaise puis du père Letellier, d'éradiquer le protestantisme qu'il croyait dissimulé sous le jansénisme. Comme le jansénisme s'exprimait discrètement dans la presse hollandaise de langue française et dans la revue savante du Journal des Savants, publiée avec privilège à Paris, le roi crut nécessaire de fonder une revue catholique dirigée par les jésuites. Or le régime des privilèges s'opposait à ce qu'il y eût en France une seconde revue savante. Il dut s'entendre avec son fils, le prince de Dombes, et avec les jésuites pour installer ce journal à Trévoux. C'était une façon de contourner le régime des privilèges qu'il avait lui-même instauré. Ce journal eut pour premier directeur le père Philippe Lallemand, derrière qui se cachait en fait Michel Letellier, confesseur du roi, négociateur de la bulle Unigenitus qui exorcisait les jansénistes et recteur du collège Louis-le-Grand, lieu dans lequel étaient en fait élaborés et rédigés les Mémoires de Trévoux. La revue jésuite fut donc imprimée d'abord à Trévoux, sous le contrôle des jésuites de Louis-le-Grand et avec l'aide des imprimeurs lyonnais. Diffuser 1 millier d'exemplaires chaque mois devait poser à un petit libraire un problème considérable. Les jésuites de l'Assistance de Lyon étaient mieux armés pour le résoudre. En 1720, on les voit publier clandestinement à Lyon et diffuser dans toute la France avec l'aide des Capucins le supplément à la Gazette d'Hollande, qui répondait directement aux attaques des protestants et des jansénistes. Le vrai problème était celui du contrôle intellectuel de la revue. Comme le constatent les rédacteurs dans l'avertissement de janvier 1708, nous imprimons à 100 lieues de Paris et nous envoyons la copie de nos mémoires 2 mois avant qu'elles paraissent. Ils ne pouvaient corriger eux-mêmes les épreuves, d'où des erreurs sur les noms propres et des coquilles, suivies de longs errata. Il arriva enfin que le libraire Étienne Ganneau, contraint de respecter tant bien que mal la périodicité mensuelle, imprima de son propre fait des articles qui n'avaient pas été acceptés par le directeur. Ce fut le cas en particulier dans l'affaire des élevations à Dieu, ouvrage posthume de Bossuet, publié en 1727 par son neveu, l'évêque de Troyes, janséniste notoire. Les Mémoires de Trévoux publièrent en juin 1731 un article de Michel Fichant, prêtre de Quimper, qui contestait l'authenticité du texte. C'était considérer un évêque, neveu de Bossuet, comme un faussaire. Les jésuites de Louis-le-Grand qui n'avaient pas eu connaissance de l'article de Fichant furent consternés. Le duc du Maine retira sa protection au journal. Il ne devait la rendre qu'en 1737. Il s'ensuivit donc une longue crise qui faillit entraîner la chute du journal. Mais un nouveau privilège fut donné directement au responsable de la province de Paris, le père Fraugeret, qui confia la responsabilité de la rédaction à une nouvelle équipe, solidement implantée à Louis-le-Grand et protégée par le Premier ministre, le cardinal Fleury. À partir de 1734, la revue est publiée à Paris chez Chaubert, éditeur du Journal des Savants, qu'on avait purgé de son jansénisme latent, et de plusieurs autres revues. Cette réforme provoqua une nette amélioration de la revue, une régularité de publication plus grande et un progrès dans le tirage. Les Mémoires de Trévoux, qui avaient connu un tirage d'environ 1000 exemplaires, passèrent à 1650 puis 2000 sous la direction du père Berthier en 1745, et ne connurent de déclin qu'à la veille de la suppression de la compagnie en 1762. Jean Segard est professeur émérite de l'Université Stendhal Grenoble III, membre de l'UMR Lire, spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle. Ses domaines de recherche sont l'histoire de la presse et l'histoire du roman au XVIIIe siècle. Ses principales publications sont Prévost romancier, Paris, Corty 1968, Œuvres de Prévost, Grenoble, Pug 1977 à 1988, 8 volumes sous la direction de Jean Segard, l'abbé Prévost. Labyrinthe de la mémoire, Paris, PUF 1986, Dictionnaire des journaux 1600 à 1789, Paris-Oxford, Universitas Voltaire Foundation, 1991. Dictionnaire des journalistes 1600 à 1789, Oxford, Voltaire Foundation, 1999 et œuvre complète de Claude Crébillon, Classique Garnier Paris. 4 tomes sous la direction de Jean Segard, tome 1 en 1999, tome 2 en 2000, tome 3 en 2001, tome 4 en 2002.
Bibliographie. Numéro spécial de la revue 18e siècle, 1976, numéro 8, Les Jésuites. Dictionnaire des journaux 1600 à 1789. Sous la direction de Jean Segard, Universitas et Voltaire Foundation, 1991, notice, mémoire de Trévoux par Pascal Ferrand. Dictionnaire des journalistes 1600-1789. Sous la direction de Jean Segard, notice de l'allemand Le Tellier, Tournemine, Charlevoix, Ardouin, SOUCIET, HONGNANT, Berthier, etc. Christian Albertan. Apogée et fin des mémoires de Trévoux, 1751 à 1762. Thèse de Paris 4, 1999, d'acte. La duchesse du Maine. Conférence donnée par Jean-Luc Gourdin le 9 mars 2002. Présentation. Petite fille du Grand Condé, épouse du duc du Maine, prince de Dombes, Louise Bénédicte de Bourbon a suscité enthousiasme, passion et critique. Présentation en anglais. Duchess of Maine, à lecture given by Louis-André in Trévoux on March 9 th 2002. Granddaughter of the Grand Condé, wife of the Duke of Maine, Prince of Dombes, Louise Bénédicte de Bourbon aroused d'enthousiasme, passion and criticism. Depuis plus de 2 siècles, Louise Bénédicte de Bourbon passe pour la femme la plus turbulente de son temps. Petite fille du Grand Condé, épouse du duc du Maine, fils favori de Louis XIV, elle n'a jamais cessé de susciter les enthousiasmes, les passions et les critiques. Ses fêtes de sceaux, fastueuses et flamboyantes, ont illuminé les dernières années du règne du roi Soleil. Sa conspiration contre Philippe d'Orléans a distillé sur la régence un parfum de comédie. Son esprit d'indépendance, son anticonformisme et ses fantaisies ont provoqué les fureurs de Saint-Simon. Mais sous ce masque étincelant, une autre femme se cache. Si elle dévore la vie à belles dents, Madame du Maine est également une femme d'honneur, d'esprit et de goût. Son rang, la grandeur de son nom, elle les défend bec et ongles. Toujours en mouvement, elle se montre à la fois muse et mécène. Curieuse de tout, bouillonnante d'imagination, elle exige et inspire la création. Sous son impulsion, le théâtre et la tragédie renaissent, l'opéra se renouvelle, la peinture retrouve un nouveau souffle. À 20 ans, elle est l'élève de La Bruyère, à 40, elle soutient le jeune Voltaire, et à 70, elle le contraint à écrire ses fameux contes philosophiques. Les plus grands esprits de son temps la courtisent, Bossuet, Fontenelle, Marivaux, mais aussi Montesquieu, Réaumur et d'Alembert. Depuis les caractères jusqu'à Zadig, sur plus d'un demi-siècle, Louise Bénédicte de Bourbon va laisser sa marque. Voilà une vie menée tambour battant, riche et foisonnante, un grand souffle vibrant de volonté et d'ardeur. Voilà une femme d'exception, haute en couleur, éblouissant trait d'union entre le siècle des Lumières et le grand siècle. Jean-Luc Gourdin a reçu en 1996 le Grand Prix d'Histoire de la Fondation Napoléon. Son ouvrage sur la duchesse du Maine a reçu le prix Hugues Capet en 1999. Jean-Luc Gourdin a fait également paraître Florian le Fabuliste, édition Ramsay, 2002 et Mémoires et correspondances de Florian, Sceaux, édition JBM 21, 2005. Anne-Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du Maine. Extrait du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, tome 10, Paris, 1873. Maine, Anne-Louise Bénédicte de Bourbon, duchesse du, petite fille du Grand Condé et femme du précédent, née en 1676, morte à Sceaux en 1753. On la maria à 16 ans, elle en paraissait 10 à peine tant elle était petite et fluette. Madame de Maintenon, qui avait toujours gardé sur le duc du Maine son ancien ascendant de gouvernante, comptait bien que la frêle jeune fille ne lui ferait pas d'opposition. « J'espère au moins que celle-là ne m'échappera pas », écrivait-elle. En effet, la duchesse, qui sut vite maîtriser le caractère faible de son mari, évita de faire paraître du vivant du grand roi aucune des visées ambitieuses qu'elle gardait au fond du cœur. La cour étant divisée en 2 camps, d'un côté ceux qui se conformaient aux pratiques de dévotion morose de Louis XIV vieilli, de l'autre ceux qui aspiraient plus ou moins ouvertement à secouer ce joug insupportable et à se plonger dans les plaisirs, la duchesse du Maine sut tenir un juste milieu et se refuser en même temps au souper fin et aux messes trop prolongées. Aimée de Louis XIV à cause de sa vivacité, de sa gentillesse et de son esprit, elle mit à profit la faveur du monarque. Grâce à elle, le duc du Maine, qui n'était que légitimé, fut reconnu ainsi que son frère apte à succéder à la couronne.
C'est le fameux acte enregistré au Parlement le 2 août 1714, et annulé après la mort du roi. L'ambition de la duchesse était de faire de son mari un roi de France. Prévoyant tous les obstacles que lui susciterait la branche cadette des d'Orléans, la plus grande partie de la noblesse, irritée des prérogatives données aux bâtards de la Montespan, et le Parlement lui-même qui n'avait enregistré ledit que par force, la duchesse du Maine songea dès lors à se créer un parti. L'inertie de son mari la laissait entièrement maîtresse d'agir à sa guise. Elle se forma à Sceaux, magnifique domaine acquis par le duc en 1700 des héritiers du marquis de Seignelay, une véritable cour où l'on s'apprêtait à conspirer. Sous le couvert d'une plaisanterie innocente et de divertissements tout littéraires, elle recrutait des adhérents, leur donnait le mot d'ordre et se tenait prête pour le moment décisif de la mort du roi. Malézieux, l'abbé Geneste, Saint-Aulaire, le duc de Bourbon, frère de la duchesse du Maine, le cardinal de Polignac et madame de Staël de Launay formaient le noyau de cette petite cour à laquelle vinrent se joindre quelques lettrés. La duchesse croyait tenir toute la France. Son dépit fut grand lorsque par le testament de Louis XIV, la régence fut dévolue non au duc de Maine comme elle l'espérait, mais au duc d'Orléans. Toutefois, l'influence qui lui était laissée dans le conseil de régence pouvait la consoler. Mais lorsque le Parlement eut cassé le testament du roi et réduit le duc du Maine à des fonctions purement honorifiques, le dépit se changea en fureur. Elle résolut de faire au duc d'Orléans une guerre sans trêve. Elle l'accabla d'abord de protestations juridiques et de mémoires, dans la rédaction desquelles l'aidait son amie, madame de Staël, puis elle conspira ouvertement. Il ne s'agissait de rien moins que d'enlever le régent et de livrer une partie de la France à l'Espagne. Ces projets monstrueux se tramaient à Sceaux comme de simples enfantillages, au milieu de fêtes étourdissantes et des plus ruineuses folies. Le trait particulier du caractère de la duchesse était la confiance absolue et naïve dans la réalisation de ses désirs, et pour elle une conspiration n'était guère qu'un divertissement d'un nouveau genre, un changement à vue opéré d'un coup de baguette. Elle ordonna tout comme une mascarade, comme une de ces comédies qu'elle aimait à faire jouer sur le théâtre de son château, une pièce dans laquelle chacun dit ce qu'il a à dire et où tout s'achemine vers un dénouement convenu. Le dénouement de la conspiration de Célamare la frappa de stupeur. C'était la première fois que ses désirs étaient aussi outrageusement méprisés. Madame du Maine n'éprouva jamais une résistance à ses désirs jusqu'à l'époque de la Régence. Elle se mit de bonne heure dans la condition de n'en pas éprouver en s'enfermant dans cette petite cour de Sceaux, où tout était à elle et n'était qu'elle. Toute volonté autre que la sienne lui eût semblé une impertinence et une révolte. Lorsqu'elle en sortit pourtant et qu'elle eut affaire aux difficultés réelles, elle s'y heurta, elle s'y brisa. Dans cette folle conspiration qu'elle entreprit de dépit contre le régent 1718, et où elle poussa son timide mari, elle put voir que le monde était plus gros, plus rebelle, plus difficile à remuer qu'elle ne croyait. Tout autre en eût tiré quelques leçons, ou du moins quelques dégoûts et quelques tristesses, mais la force du naturel et des premières impressions l'emporta. Rentrée à Sceaux après une rude épreuve d'humiliation et de disgrâce, 1720, elle se remit peu à peu dans les conditions où elle avait d'abord vécu. Elle ne trouva plus de résistance et oublia qu'il y en avait pour elle à 2 pas hors de son vallon. Elle resta persuadée comme auparavant que l'ordre du monde, quand il allait bien, était que tout fût pour elle et uniquement pour elle. La duchesse avait été internée à Dijon, tandis que son mari était à Doullens. Elle fut transférée à Châlons en 1719 et elle y resta 15 mois. Encore n'obtint-elle la liberté qu'au prix d'une soumission humiliante au régent. Cela dut lui paraître bien dur, et elle ne conspira plus. Elle s'étourdit de nouveau au bruit des fêtes, attira plus de monde que jamais à Sceaux, où les invitations étaient aussi recherchées que celles de Versailles sous Louis XIV, et renonçant à la politique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.